L'Amérique, autrefois perçue comme un banquet de voyage grandiose où le monde entier rêvait de s'inviter, semble aujourd'hui étrangement silencieuse. Les aéroports jadis bondés et vibrants sont devenus des espaces glacials, presque vides. Selon les rapports récents, entre 40 et 75% des billets reliant le Canada aux États-Unis se sont évaporés en seulement quelques mois. Air Canada n'est plus enthousiaste à l'idée de traverser la frontière, et même Delta Airlines, l'un des géants américains, a discrètement réduit ses vols face à une clientèle internationale en recul. C'est un coup dur, un véritable choc pour l'aviation américaine. Mais qu'a donc transformé les États-Unis, ce rêve de voyage d'hier, en une destination boudée aujourd'hui? Est-ce une simple parenthèse passagère, ou bien le signe inquiétant d'un affaiblissement intérieur? Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 compagnies aériennes frappées de plein fouet par ce déclin du tourisme vers l'Amérique. Laquelle sortira la plus abîmée de cette tempête? Allons voir ça ensemble. Numéro 5, Southwest. Commençons par Southwest, longtemps considéré comme le voisin sympathique des classes moyennes. On s'en souvient, une famille de 4 personnes pouvait rendre visite à ses proches, transporter ses bagages sans frais, et parfois même profiter d'une annonce festive d'anniversaire faite par le personnel. Voler avec Southwest, c'était comme entreprendre un voyage en vieux minivan. Pas luxueux, mais chaleureux, pratique et convivial. Sauf qu'en 2025, ce voisin si amical semble avoir perdu patience. L'un après l'autre, les avantages qui faisaient la particularité de Southwest disparaissent. Les bagages gratuits, supprimés. Le libre choix des places, retiré. Comme si la compagnie démolissait, pierre après pierre, la maison qu'elle avait bâtie. Pourquoi? La réponse est simple, les bénéfices se sont effondrés. Entre la flambée du carburant, les voyageurs étrangers qui évitent désormais les États-Unis, un marché touristique en berne à cause de l'inflation et la pression des prix immobiliers sur les ménages, Southwest se retrouve dos au mur. Mais le prix de ces coupes est lourd, elle perd ce qui faisait sa véritable âme, la confiance des clients. Pourtant, sa clientèle n'était pas quelconque. Retraités, enseignants, jeunes familles endettées, tous choisissaient Southwest parce qu'ils pensaient que quelqu'un, quelque part, comprenait leurs contraintes financières. Et maintenant, Southwest ressemble à Delta ou American, plus cher, plus compliqué, sans offrir mieux. Imaginez une famille de 4 personnes, perdant seulement 2 valises gratuites. Le surcoût équivaut à une semaine entière de courses chez Walmart. Ce n'est plus une petite dépense, mais la différence entre partir en vacances ou rester à la maison devant une vieille télévision. Le contraste est cruel. Le fameux slogan Bag Fly Free qui a fait la renommée de Southwest n'est plus qu'un souvenir fané, comme une affiche oubliée dans un garage. C'est un peu comme si votre ami de toujours, celui qui vous invitait au barbecue, vous demandait désormais de payer chaque saucisse. Mais Southwest n'est qu'un miroir. Un miroir de la situation de la classe moyenne américaine. Quand même la compagnie du peuple tourne le dos à ses passagers, à qui faire confiance? On a du mal à acheter une maison, les salaires n'arrivent plus à suivre la hausse de l'essence, et voilà qu'on doit payer pour nos valises. Alors, est-ce la fin d'un symbole populaire? Southwest sacrifie-t-elle son identité juste pour survivre? Et si la compagnie préférée des travailleurs peut tomber, que dire d'outsiders comme Frontier ou Spirit, déjà fragilisés? Numéro 4, Spirit. Car oui, Spirit et Frontier sont ce qu'on appelle les ultra low cost, ces compagnies qui vivent de la moindre pièce récoltée à travers des frais additionnels. Mais leur équilibre est précaire. Il suffit que les passagers se fassent plus rares pour que chaque siège vide devienne un trou béant dans un toit qui fuit. Spirit a déjà frôlé la faillite. Frontier, elle, multiplie les annulations et réduit son réseau. Leur survie ressemble à une maison fragile qui s'effondre à la première tempête. Pourquoi en est-on arrivé là? La réalité est brutale. Ces compagnies existent grâce aux familles modestes, celles qui économisent chaque dollar pour rendre visite à leurs parents ou offrir quelques jours de vacances simples à leurs enfants. Mais l'inflation ronge tout. Les loyers, les crédits, les courses alimentaires et des emplois précaires dans des villes comme Détroit, Cleveland ou la Nouvelle-Orléans. Quand le prix des œufs dépasse les salaires, même les billets les moins chers deviennent hors de portée. Prenons l'exemple d'une famille à Saint-Louis. Les parents travaillent tous les deux, rêvant le week-end d'emmener leurs enfants à Disney. Les billets de base chez Frontier ne coûtent que quelques dizaines de dollars. Mais dès qu'on ajoute les frais de siège, de bagages, d'embarquement, voire une simple bouteille d'eau, la facture grimpe à 400 dollars. 400 dollars, c'est l'équivalent de la moitié d'un mois de loyer dans un quartier défavorisé. Le voyage s'évapore aussitôt, comme un rêve réduit en poussière par une facture. Et voilà le paradoxe, les low cost, censés être les moins chers, deviennent les plus coûteuses une fois additionnés tous ces frais. Les Américains les surnomment même les gotcha faits, ces frais pièges. Et pour les familles qui comptent chaque centime, ce sentiment de se faire avoir est parfois encore plus douloureux que la perte d'argent elle-même.
C'est un peu comme aller au supermarché pour profiter d'une baguette en promotion et découvrir à la caisse que ce prix n'est valable que pour les adhérents. Et le problème ne s'arrête pas à quelques vols annulés. Spirit et Frontier sont en réalité les signaux d'alarme de toute l'aviation américaine. Quand les classes populaires disparaissent, quand les marchés de l'emploi des villes moyennes et secondaires s'affaiblissent, ce sont d'abord les compagnies vivant au centime près qui s'effondrent. Et leur chute révèle un malaise bien plus large. Un expert a résumé la situation par une course vers le bas. Où cela nous mène-t-il? Quelles limites les Américains moyens accepteront-ils encore en termes de frais cachés, de sièges de plus en plus étroits et de vols supprimés, avant de dire « Assez, je reste chez moi ». L'ironie est cruelle. Spirit et Frontier avaient promis de démocratiser le voyage en avion. Aujourd'hui, elles ressemblent à ces magasins à $1 dans des quartiers délaissés, toujours bon marché, mais quasiment vides. Et si même les compagnes des économies déclinent, quel avenir pour des mastodontes comme le géant américain, autrefois intouchable? La réponse est loin d'être rassurante. Numéro 3, American Airlines. American Airlines. Ce simple nom portait autrefois un poids symbolique. La compagnie incarnait la résilience, ayant survécu à la crise financière de 2008 comme à la pandémie de Covid. C'était le géant que rien ne semblait pouvoir abattre. Mais aujourd'hui, ce colosse révèle ses failles. Récemment, l'entreprise a dû revoir ses prévisions à la baisse, admettant que la clientèle de loisirs, ces familles américaines qui prenaient l'avion pour leurs vacances, avait fortement diminué. Un aveu lourd de conséquences, car le marché intérieur était devenu le dernier bastion de rentabilité depuis que les voyageurs étrangers s'étaient détournés des États-Unis dans ce climat de boycott. Désormais, un siège vide sur la ligne New York-Miami inquiète autant qu'un vol international désert. La raison profonde, rarement évoquée par les médias, tient à la structure même de la compagnie. Son réseau immense finit par se dévorer lui-même. Des coûts d'exploitation astronomiques, une armée de salariés par centaines de milliers, et une flotte d'avions qui ressemble à une ville volante. Mais les passagers ne sont plus aussi nombreux ni réguliers. Quand l'inflation étrangle les foyers, quand des villes comme Cleveland ou Détroit subissent chômage et crise immobilière, la demande de voyage chute mécaniquement. On peut soutenir un gratte-ciel tant que ses fondations restent solides. Mais si le sol s'effondre, même un géant vacille. Pour la famille américaine moyenne, les conséquences sont claires. Un vol Dallas-Orlando avec American revient désormais plus cher pour moins de confort et de service. La facture dépasse parfois celle d'un mois d'électricité en plein été. C'est un peu comme payer un steak et recevoir un hamburger froid. À cela s'ajoute la réputation écornée par des problèmes de sécurité. Les images d'un appareil impliqué dans une collision avec un hélicoptère militaire ont choqué l'opinion publique. Une question circule. Si même la plus grande compagnie américaine ne garantit plus une sécurité absolue, qui le peut? American Airlines aime se présenter comme le porte-drapeau officieux des États-Unis. Mais ce drapeau flotte désormais au vent comme un signe d'alerte, non plus comme une invitation. Voilà donc un géant aux jambes tremblantes, debout sur un sol qui se fissure dans une économie vacillante. Et la question qui inquiète le plus est simple. Si American, ce colosse apparemment invincible, ploie face à la récession, qu'adviendra-t-il l'autre géant, déjà plus fragile et vulnérable? Numéro 2, JetBlue. La réponse n'est pas facile à entendre. Mais en observant JetBlue, on comprend mieux les fractures du secteur. Car ce sont ces compagnies intermédiaires, coincées entre deux mondes, qui risquent le plus, trop faibles pour s'imposer, pas assez bon marché pour séduire davantage. JetBlue. Le nom évoque un ciel clair et apaisant, une promesse de confort. Des sièges plus larges, des écrans gratuits, un service qui dépasse celui des low-cost classiques. On l'a surnommé le pont entre les compagnies traditionnelles et les low-cost. Suffisamment abordable pour ne pas culpabiliser, suffisamment agréable pour ne pas paraître cheap. Mais en 2025, la réalité est tout autre. Le ciel reste bleu, mais les comptes plongent dans le rouge. La compagnie a officiellement reconnu qu'il devenait difficile d'équilibrer ses finances. Elle a dû couper certaines lignes et redéployer ses avions sur les itinéraires les plus fréquentés, espérant limiter les pertes. Celles qui promettaient une expérience différente comptent désormais chaque dollar comme un aubergiste radin. La cause est claire. JetBlue est piégée entre deux extrêmes. Elle n'a pas la puissance d'American pour survivre grâce à un réseau international, ni la compétitivité agressive de Spirit pour séduire les travailleurs modestes. Résultat, elle s'est retrouvée dans le rôle de l'enfant du milieu, éclipsée par les uns et les autres. Pour les habitants de Boston ou Fort Lauderdale, deux de ses principaux hubs, la conséquence est directe. Les billets ne sont plus aussi bon marché qu'avant, et la qualité du service n'a rien d'exceptionnel. Une famille ayant acheté 4 billets JetBlue pour les vacances d'été a payé plus cher que chez Spirit, tout en ayant une expérience moins agréable que chez Delta. C'est comme acheter une bière artisanale et se retrouver avec une canette de soda light. Et si l'on prend du recul, on comprend que
La situation de JetBlue reflète en réalité ce que traversent aujourd'hui de nombreuses villes américaines. Des métropoles comme Boston, New York ou Los Angeles, autrefois synonymes d'opportunité, voient désormais leur classe moyenne fuir vers les banlieues, étouffées par des loyers exorbitants, l'augmentation du prix de la nourriture et des factures d'électricité qui explosent. Pour beaucoup, le dilemme est simple, payer l'hypothèque ou acheter un billet d'avion. Et bien souvent, c'est le toit qui l'emporte. Ce qui frappe, c'est que JetBlue s'était bâti une réputation sur une promesse claire, offrir une expérience presque haut de gamme, mais à un prix abordable. Mais avec l'envolée des tarifs et des revenus qui stagnent, ce qui était considéré comme premium est devenu un luxe, et ce qui était abordable est désormais hors de portée. Un expert du secteur résumait la situation ainsi. JetBlue vole dans un ciel bleu, mais ses clients, eux, sont à sec au sol. Pour les plus âgés, l'histoire de JetBlue rappelle les années 1990, une époque où l'Amérique respirait encore l'espoir. On pouvait alors acheter des billets à bas prix, rouler en vieille Buick, et quand même mettre de côté pour partir en vacances en famille. Aujourd'hui, l'avion n'est plus un plaisir, mais une source d'angoisse. Chaque voyage devient une dépense de trop, chaque valise un poids financier. Alors une question s'impose. JetBlue pourra-t-elle se réinventer pour redevenir l'allié des classes moyennes? Ou bien va-t-elle s'effacer peu à peu, ne laissant derrière elle qu'une pâle copie de ce qu'elle fut? Car si même JetBlue, symbole d'un vol confortable à prix modéré, n'arrive plus à tenir debout, quel avenir peut-on espérer pour toute l'aviation américaine dans une économie qui s'enfonce? Numéro 1, Air Canada. Air Canada, de son côté, représentait depuis toujours le lien naturel entre deux nations voisines. Pour beaucoup de Canadiens, un vol vers New York ou Chicago paraissait aussi simple qu'un détour au supermarché du quartier. Mais cette année, le tableau a changé. La compagnie, autrefois florissante grâce au va-et-vient entre les deux pays, a dû réduire drastiquement ses liaisons vers les États-Unis. Et les chiffres sont implacables. En quelques mois à peine, les réservations ont chuté de 40 à 75%. On ne peut même plus parler de ralentissement. C'est une véritable chute libre. Pour le secteur aérien, c'est comme entrer dans un hiver interminable, sans promesse de printemps. Les cabines, autrefois remplies de familles, de voyageurs venus faire du shopping ou d'amis partant pour un week-end, se vident désormais rangée après rangée. Pourquoi? Les causes sont multiples et s'entremêlent. Beaucoup de Canadiens sont exaspérés par les politiques de Washington et les tensions politiques. Le dollar canadien, affaibli, rend les voyages aux États-Unis plus coûteux que jamais. Et puis, il y a cette impression diffuse mais réelle, celle de ne plus être les bienvenus. Les passages frontaliers sont devenus laborieux, et les formalités d'immigration obligent parfois à patienter des heures entières. Résultat, nombreux sont ceux qui préfèrent rester chez eux ou partir en Europe. Un exemple parlant, une famille de Toronto avait pour habitude de passer l'hiver en Floride. Mais en additionnant le prix des billets, les frais de bagages et l'hôtel, le budget équivaut désormais à près de 6 mois de facture d'électricité déjà hors de contrôle. Le choix est vite fait. Au lieu de bronzer à Miami, ils passent l'hiver blottis sous des couvertures dans leur petite maison. Le voyage s'est transformé en saison glaciale, sans quitter le pays. Le paradoxe est cruel. Le voisin le plus proche fut le premier à tourner le dos. Et si même le Canada, ce frère historique des États-Unis, réduit ses vols, qui d'autre continuera à voir l'Amérique comme une destination de choix? Air Canada n'est pas un cas isolé. Elle sert en réalité de thermomètre des émotions en Amérique du Nord. Et quand ce thermomètre chute, il révèle une fièvre qui gagne toute l'industrie aérienne américaine. On dit souvent, quand le Canada éternue, les États-Unis attrapent froid. Mais aujourd'hui, le Canada ne se contente pas d'éternuer. Il ferme ses valises et s'éloigne des aéroports américains. Alors, s'agit-il seulement d'une réaction passagère, ou bien d'un véritable tournant? Les États-Unis ne sont-ils plus la destination naturelle des Canadiens? Et si même les vols courts disparaissent, qu'en sera-t-il des longs courriers? Que se passera-t-il si l'Amérique cesse d'être le numéro 1 mondial du tourisme? Cela peut sembler relever de la fiction, mais c'est bel et bien ce scénario qui est en train de se dessiner. Car ce mouvement dépasse largement le Canada. De l'Europe au Moyen-Orient, les appels à boycotter le tourisme américain se multiplient. Les milliards de dollars perdus par le secteur des services aux États-Unis ne sont plus une menace hypothétique, ils sont déjà envolés. Air Canada réduit ses lignes, les Européens préfèrent Paris à New York, et les touristes du Golfe délaissent la Floride pour Dubaï. Tandis que les engrenages du tourisme mondial continuent de tourner, les États-Unis ne sont plus automatiquement au centre de la carte des voyages. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter le temps. Pendant la seconde moitié du XX siècle, partir en Amérique, c'était un peu le symbole du rêve. JFK, le strip de Las Vegas, la Statue de la Liberté, autant d'emblèmes d'un pays à la fois riche et accueillant. Aujourd'hui, cette aura s'éternit. Mesures d'immigration strictes, formalités fastidieuses et une image politique pesante donnent l'impression aux visiteurs qu'ils ne sont plus les bienvenus.
Et les conséquences dépassent largement le seul secteur aérien. Pensez à un hôtel Marriott à Manhattan, à un taxi dans les rues de Chicago ou à ce petit restaurant de la Nouvelle-Orléans. Chaque siège vide dans un avion se traduit par une chambre inoccupée, une course de taxi en moins, une table qui reste froide. Pour une dizaine de villes américaines déjà fragilisées par le chômage, la flambée des prix du logement et le délabrement des infrastructures, la chute des touristes internationaux, c'est comme arracher une pierre supplémentaire d'un mur déjà fissuré. L'image qui se dessine n'est pas celle d'un Las Vegas étincelant, mais d'une ville sans néon. La lumière qui attirait autrefois le monde se tamise, laissant place à des aéroports vides, des artères désertées et des rêves qui ont perdu de leur éclat. Alors la grande question se pose. S'agit-il d'un simple coup de froid passager ou bien du signal d'un déclin plus profond et durable? Les États-Unis, qui furent longtemps le point de rendez-vous du tourisme mondial, deviennent peu à peu une destination délaissée. Et réfléchissez un instant. Est-ce seulement les Canadiens, les Européens ou les visiteurs du Moyen-Orient qui tournent le dos à l'Amérique? Ou les premiers à renoncer sont-ils nos compatriotes eux-mêmes? Les chiffres montrent en effet que le tourisme intérieur recule aussi. Des compagnies comme American ou Southwest voient s'envoler non seulement leurs passagers étrangers, mais aussi leurs clients nationaux. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'Américains n'ont tout simplement plus les moyens de voyager. Entre la hausse des prix de l'immobilier, des loyers qui dévorent les revenus, une inflation qui grignote les salaires et des emplois précaires dans des villes comme Détroit, Cleveland ou Saint-Louis, les vacances en avion deviennent un luxe. Pour beaucoup, c'est la voiture ou le billet d'avion, et c'est souvent la maison qui gagne. L'image est parlante, une Cadillac recouverte d'une bâche dans un garage, témoignage d'un rêve désormais hors de portée. L'idée de prendre l'avion ne suscite plus d'enthousiasme, mais la peur d'une dépense supplémentaire. Même quand les compagnies poussent des promotions, les clients hésitent et préfèrent rester chez eux. Autre conséquence, si les habitants n'embarquent plus, qui maintiendra ce statut des destinations du monde? Dès lors, la crise de l'aviation américaine ne se limite pas aux pressions extérieures, elle puise aussi dans une fragilité intérieure. Si c'est le cas, parler de boycott international n'explique qu'une partie du phénomène. C'est la pointe d'un iceberg plus vaste. On boucle ainsi la boucle, de Southwest, symbole populaire qui s'est peut-être tiré une balle dans le pied, à Spirit et Frontier, c'est low cost qui grappille chaque centime, puis à American, JetBlue et enfin Air Canada. Avec le monde qui se détourne graduellement, le tableau qui se dégage n'est plus celui de quelques compagnies en difficulté, mais d'un malaise structurel. Cities qui s'effondrent sous le poids du chômage, des loyers et d'infrastructures vieillissantes. Le secteur aérien n'est que le reflet de cette réalité. Un siège vide dans un avion, c'est une maison vide à Cleveland, une boutique fermée à Détroit, une facture d'électricité impayée à la Nouvelle-Orléans. L'Amérique reste un colosse, mais ses jambes tremblent. Le ciel peut rester d'un bleu pur. Pourtant des fissures apparaissent sous nos pas et ces fissures ne se colmatent pas avec quelques campagnes publicitaires. American Airlines demeure une grande compagnie, certes, mais la question que je vous laisse est dure. Est-ce un simple recul passager, ou bien le signe que les États-Unis perdent peu à peu leur place centrale, y compris aux yeux de leurs propres citoyens? Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, j'aimerais beaucoup vous lire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, pensez à mettre un like, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines analyses, toujours documentées, stimulantes et accessibles. Petite précision, tout ce que nous avons évoqué ici repose sur des données publiées, des points de vue d'experts et des éléments de contexte social. Il ne s'agit pas d'attaques personnelles, mais bien d'une observation des phénomènes pour mieux comprendre le monde autour de nous. Car c'est en regardant la réalité en face, parfois rude et dérangeante, qu'on peut enfin cerner où l'on se trouve et où la route nous mène.